Si vous êtes abonné, vous le savez, c'est le moment du Cloud Screener, le podcast qui navigue parmi les nuages. Aujourd'hui, on va découvrir plusieurs types de services, vous savez, du data center, du web, du sans serveur, du base de données as a service, ou en tant que service. Vous l'avez compris, ici on parle de cloud, d'info nuagique, par l'angle francophone. Et aujourd'hui, on est avec Eugène Gontang, fondateur de Speedscope. Bonjour Eugène. Bonjour Anthony. Et bien sûr, on est avec au senior Jérôme Blin à la régie, toujours. Salut à tous. Salut Jérôme, enchanté. Salut Jérôme. Alors, on va commencer simple. Eugène, est-ce que tu peux te présenter à nous? Non, de façon très succincte, pardon. Moi, c'est Eugène Gontang, d'origine camerounaise, arrivé en France aujourd'hui. Je suis le fondateur et plutôt CTO de Speedscope System Engineering, donc pour le nom complet, qui est une société qui est ce qu'on appelle un DevOps Service Provider. Donc, c'est un Managed Service Provider plus orienté vers le DevOps et l'ingénierie système. Donc, voilà, le but pour nous, c'est d'apprendre, d'implémenter le DevOps dans les entreprises et auprès des équipes IT, tel que ce n'est pas écrit dans les livres. Moi, en tant que fondateur, il y a un parcours d'ingénieur système à la base qui est monté tour à tour dans du cloud, du tech lead, et avant d'arriver à créer cette société où voilà, j'essaie d'implémenter la vision que j'ai du DevOps et du SRI. Donc, on pourra en parler tout à l'heure. D'accord. Donc, si je dois synthétiser, on est sur une boîte de services et de conseils en ingénierie en informatique. Mais quand il y a ingénierie informatique, c'est moderne. Vous ne vous attendez pas à ce qu'on développe un software en C++ pour faire. Non. Ici, on est sur du management d'architecture moderne, c'est ça? C'est ça, effectivement. L'organisation ici, voilà. Parce que moi, ça fait à peu près une quinzaine d'années, quelque chose comme ça, que je suis dans le marché, l'industrie de l'IT. J'ai fait un bac pro il y a un petit bout de temps qui m'a appris l'admin 6 et le réseau. Okay. Et j'ai vu l'évolution du marché, en fait, où dans les années 90, on avait un petit peu l'informaticien qui sait tout faire. Donc, il va monter l'ordinateur, il va acheter les composants, il va installer l'operating system, il va maintenir en conditions opérationnelles. Après, dans les années 2000, on a commencé à avoir des spécialisations avec des gens qui sont plus développeurs, des gens qui sont plus admin 6. Le problème de ça, c'est que en fait, ça a créé la petite guéguerre dev versus admin 6. Les développeurs, ils ont plein d'idées. Généralement, à l'époque, on va dire PHP, Java, histoire d'être généraliste. Il y en a bien plus, bien sûr. Ils font leur petit software de leur côté. Ça plaît à la production, ça plaît au métier parce que c'est exactement ce que veut faire une entreprise, c'est du software. Et une fois qu'ils ont terminé ça, ils livraient ça aux sysadmins qui, eux, devaient l'installer, le maintenir en conditions opérationnelles. Et du coup, on avait ces sysadmins, ces devs qui livraient un truc et qui rentraient chez eux pour aller faire leur vie, et les sysadmins qui faisaient leurs astreintes sur un soft que, bon, ils connaissent pas forcément, qu'ils n'ont pas développé. Du coup, dans les années 2010, on a fait du DevOps. Et le DevOps, ça a été le truc qui nous a dit, OK, on va fraterniser maintenant, les amis. On est tous informaticiens, on a tous la même chapelle, à vrai dire, on travaille tous pour le même business. Donc, on met en place des méthodologies pour que les devs arrivent à travailler de la manière la plus transparente avec ceux qui étaient les ex-admin 6, qui sont maintenant les ops. Oui, qu'on appelle les opérationnels, effectivement. Les anciens gardiens data center et des serveurs. Exactement. Voilà. Et du coup, contrairement à et maintenant c'est assez répandu, c'est dit, DevOps n'est pas un métier, un ensemble de pratiques, etc. C'est une culture. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que les sysadmins sont devenus une denrée rare? En fait, selon moi, c'est l'infrastructure cloud. L'infrastructure cloud est venue et a dit, OK, déjà, le hardware, vous l'oubliez, ça ne sert plus à rien, c'est plus votre affaire. Et deuxièmement, quand vous voudrez installer des machines, des réseaux, on va essayer de tout faire automatique pour vous. Tout va être à ce service. Donc, du coup, les sysadmins, soit ils vont travailler pour les clouds, soit ils font des travaux assez spécifiques. Ou la troisième option qu'ils ont, c'est aussi de se dire, moi, je vais me spécialiser dans les clouds. Typiquement, tous ces gens qui se prennent des certifs AWS, certifs Google, certifs Azure, ces gens-là
qu'ils avaient ou qu'ils n'aient pas aujourd'hui un background de sysadmin, quelque part, ils font la tâche qui était avant de, comme tu dis, être le gardien de l'infrastructure, faire en C'est sorte ça, qu'elle marche 24 sur 24. effectivement. Et du coup, on progresse, on progresse, on progresse. On arrive vers les années 2000, 2020, excuse-moi. Et dans les Mhm. années 2020, on dit, OK, le métier que vous appeliez DevOps, en fait, maintenant, c'est SRI. C'est le gars, il sait manier du Terraform, il connaît les clouds, il connaît les API, il fait un petit peu de Python en plus de son script shell. Et son taf, c'est toujours le même, maintenir en condition opérationnelle, mais là aussi, Sadmin, on parlait juste de maintenir et d'installer. Là, SRI, moi, j'ai cette petite épice, ce petit soupçon, cette petite odeur qui me dit que il doit être plus proactif et voir plus dans l'avenir et être plus prédictif que le sysadmin qui, souvent, il subissait une infrastructure qu'il installait. Donc là, j'ai donné mon petit contexte qui me Mhm. pousse à me dire que toi et Speedscope, j'ai envie de vous parler pendant l'heure Oui. qui suit. Mhm. Et pour toi, est-ce que, puisque je pense que tu es plus âgé que moi, tu en as vu un petit peu plus, est-ce que tu as à peu près la même vision, les mêmes tendances qui sont venues, qui sont reparties vis-à-vis de l'informaticien, du dev, du sysadmin, du DevOps, du SRI, etc., etc. Oui, merci pour la question. Tu n'as pas du tout tapé à côté. Alors, ce que j'aime souvent le dire, c'est juste qu'on a mis des mots sur des concepts enfin même sur des concepts et même des besoins qui avaient déjà émergé un peu de façon implicite. Et d'ailleurs, je veux corriger quelque chose, c'est que ça peut paraître paradoxal, mais en fait, le SRI en soi est né avant le DevOps. En fait, le DevOps est juste, pour rappel, c'est dans les années 2010, comme tu disais, hein, Patrick Debois et qu'on appelle encore, quoi, c'est Andrew quelque chose, c'est Schaffer, un truc comme ça, qui à la conférence Agile ont lancé le concept du DevOps et, visant effectivement à optimiser la collaboration entre les devs et les ops. Sauf que Google, hein, le géant américain, en son sein, avait déjà la pratique du SRI, qui visait beaucoup plus à rendre les systèmes fiables. Et vraiment relever vraiment le défi et les défis opérationnels qui sont liés à la gestion des systèmes complexes à grande échelle. C'était déjà avant le SRI. Mais aujourd'hui, il se trouve que dès lors qu'on a commencé à parler du DevOps, le SRI a émergé, il est juste sorti des terres, un peu comme des outils comme Kubernetes, est-ce que tu connais, qui sont utilisés depuis longtemps chez Google et qu'ils ont juste choisi de vulgariser. Donc, en fait, le SRI, aujourd'hui, le SRI s'apparente. Pour moi, le SRI est une implémentation du DevOps. En fait, le DevOps, D'accord. c'est voilà, ce concept générique, c'est un peu comme une sorte d'interface, une sorte de protocole, pour moi, hein, de collaboration, d'optimisation opérationnelle des performances. Et le SRI est une application du DevOps, est une implémentation du DevOps, mais qui en fait était déjà des personnes qui sont ingénieurs système dans l'âme, qui ont vraiment fait ce qu'on appelle l'ingénierie système, c'est-à-dire la capacité à concevoir, construire, mettre en place des systèmes et les opérer, sont des personnes qui faisaient déjà un peu du SRI, parce qu'en fait, quand tu penses ingé système, tu as une approche architecturale basée sur le risque. C'est-à-dire, tu vas toujours analyser, tu vas avoir beaucoup de recul, tu auras une approche agnostique et tu vas toujours viser la performance. Et ça, en fait, c'est l'essence même du SRI. C'est pour ça que ceux qui l'ont mis en place, on les voit les premiers, donc Google en particulier, ils ont des systèmes assez robustes qui tombent presque, même si on dit tout peut tomber, mais ça tombe presque jamais. Et même quand ça tombe, ils ont une capacité à faire de l'autoremédiation qu'on trouve nulle part ailleurs, quoi. Donc, en fait, Mm. voilà, ça vivait déjà, mais c'est en fait des personnes qui pratiquaient bien l'informatique n'ont pas eu autant de mal à rentrer dans ces concepts DevOps que les personnes qui, elles, en fait, se sont converties en informatique entre-temps. Et donc, on s'apprend le DevOps comme un métier à part, comme une compétence. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on parle d'ingénieurs DevOps. Les gens ont du mal à accrocher à la transformation DevOps est difficile parce qu'en fait, les gens avaient déjà mal conçu l'informatique qui, pour moi, n'est qu'un outil. On a pris l'informatique comme une vision, mais l'informatique, c'est un outil qui sert une vision stratégique. Et peut-être je vais au-delà de la réponse à ta question. Nous, mon point à moi, ce que j'ai pu constater et qu'on essaie de faire chez Speedscope aujourd'hui à travers tous les projets DevOps que j'ai menés, c'est qu'en fait, à chaque fois, surtout dans le contexte francophone, parce que c'est là où moi j'ai le plus évolué, ce qu'on avait tendance à tout de suite démarrer les problématiques tech par la phase d'exécution. Si tu regardes, tu vas voir que le marché le plus développé dans notre écosystème, c'est le marché des ESN, Mm. propre, dans le marché des recruteurs. Et qu'est-ce que font ces personnes-là, ces boîtes-là? Elles cherchent
elles vont rechercher la compétence, elles vont rechercher quelqu'un de mouton à 5 pattes ou alors quelqu'un qui sait faire telle chose. On va te dire, on veut un mec qui est expert AWS, on veut un mec qui est expert Elasticsearch. En fait, pour eux, ils vont dire ingénieur DevOps, sachant faire telle chose. Ils vont juste mettre le mot DevOps parce qu'en fait, ils ont conçu le DevOps comme l'automatisation, comme la maîtrise des outils. Pourtant, ce n'est pas ça, en Yes. fait. Voilà. Le DevOps, c'est pouvoir agir vraiment sur la chaîne de valeur. Et donc, pour ça, la phase de diagnostic, elle est importante. Donc, moi, je pense, je le dis souvent, que les boîtes même les plus aptes à faire vraiment du DevOps tel que c'est censé être fait, ce sont les gens qui sont dans le système, le monde de la production. Parce qu'ils sont plus structurés, ils sont très axés process, sauf qu'ils ne sont pas bons en agilité, malheureusement. Ils sont Ouais. très bons dans du waterfall, vraiment dans la cascade, Ouais. mais voilà, mais je pense qu'ils sont mieux disposés au DevOps que nous-mêmes dans la tech, contrairement à ce qu'on peut. C'est juste très prétentieux. Parce qu'en fait, si tu regardes, toi qui es très fort dans le benchmark, tu verras qu'à ce jour, la maturité DevOps des entreprises, elle n'est pas, je ne pense pas qu'on a atteint les 50% déjà. Parce qu'en fait, il y a très peu d'entreprises qui savent mener des projets de transformation DevOps. Pourtant, c'est là depuis longtemps, on en parle, mais partout, on met le mot DevOps devant tous les outils qui sortent. Mais en fait, il y a tellement d'outils, tellement de concepts qui naissent tous les jours et les gens courent après ces outils-là, cette maîtrise technique-là. Au lieu de Ouais. plutôt s'appuyer sur des fondamentaux et sur des façons de faire. Et c'est ce que Google fait, toute la notion de système complexe, on appelle ça, ils ont un système de monitoring qu'ils appellent comment ils appellent ça encore? Monarch Monitoring System. Tu vois, Ouais. des systèmes rapides. En fait, eux, ils s'en foutent de savoir ce que c'est Apache, Elasticsearch, tous ces outils-là. C'est pour ça que des boîtes comme Facebook, par exemple, ont repensé MySQL, du GraphSQL. Parce qu'en fait, Ouais. eux, ils vont regarder plus le problème que la solution. Et donc, dès qu'ils ont cette approche problem-solving-là, ils arrivent facilement à abstraire toute la complexité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils gagnent les marchés, parce que c'est eux qui détiennent l'informatique aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait de moins en moins informatique. On va plus utiliser la nouvelle technologie. Pour moi, AWS, c'est une nouvelle technologie. Ce n'est pas de l'informatique. Je ne conçois pas grand-chose. Je utilise quelque chose, quoi. Tu utilises tout un système complexe abstrait par Amazon qui te le met entre les mains. Et ils ont cette Ouais. capacité-là de le faire parce qu'ils ont compris les problématiques des entreprises. Et là où nous, on est pris par le time to market, du coup, on fait des choses un peu en mode quick win. Après, on va utiliser des mots pour un peu se faire plaisir. Voilà, on va dire transformation digitale, transformation DevOps, mais ça va toujours rester du top-down, ça va être ça. En fait, on va juste mettre des mots, mais derrière, on ne peut pas manager parce qu'on met aussi les managers où il ne faut pas. On a des difficultés. Et donc, malgré la montée en compétences des ingénieurs qui arrivent, on a l'impression d'avoir une pénurie d'expertise. Parce qu'en fait, on a pris le problème chaque fois à partir de la phase d'exécution et on a négligé toute la partie process. On s'est dit, Ouais. l'agilité, ça fait. Mais voilà, mais genre, on a un peu mélangé tout. C'est normal, Mais, DevOps, oui. mais en fait, moi, j'allais rebondir sur le fait que clairement, le métier de sysadmin se fait de plus en plus enterré, Mhm. C'est quoi? notamment avec ce Ça, que tu viens de me dire. ouais, Notamment continue. avec ce que tu viens de dire, comme quoi bah, les choses sont à the service. Et surtout, le point essentiel de ça, c'est que le sysadmin n'est l'essentiel de aucun business. À part si je suis une Oui, c'est ESN, à part si je suis un data center ou quoi. Mais sinon, ouais. les 95% autres business, ce n'est pas l'essentiel pour eux d'avoir un sysadmin, ce n'est pas l'essentiel pour eux d'avoir un serveur. Du coup, eux, ils sont loin. La seule question qui se pose, c'est j'ai un développeur et je veux Mhm. qu'il ait une application et qu'il l'envoie en production. Mais le développeur fait encore partie de cette chaîne humaine, mais aujourd'hui, le sysadmin, on l'enlève. Sa tâche est devenue un produit parmi tant d'autres, que Ouais. ce soit un produit humain ou un produit software ou hardware, quoi. Mhm. Et toi, tu viens de me l'enterrer complètement. Tu m'as enterré le sysadmin, tu m'as enterré l'Ops, Mais Pourtant, tu pourtant, m'as pourtant, j'y dit. viens de ce monde. Non, mais c'est parce que pourtant, j'y viens de ce monde parce que moi, j'ai commencé ma carrière en tant qu'administrateur système et réseau. Mais je pense qu'il fallait, le sysadmin doit beaucoup plus penser en plutôt un G6. Et quand tu es un G6, tu deviens ce qu'on appelle un programmeur. Mais si mes potes, mes anciens collègues m'entendent, ils aimaient bien ça, ils aimaient me taquiner parce que je leur disais toujours, il y a une différence entre le programmeur et le développeur, en fait. Pour moi, tout ce qui va faire du React.js, du Vue et tout, ça, c'est des devs, en fait. Mais un Mhm. programmeur, c'est quelqu'un qui peut vraiment penser un système. C'est vraiment quelqu'un qui va descendre très bas dans les couches, mais qui a cette capacité à architecturer. Et lorsque tu acquiers cette compétence-là,
En fait, on ne peut plus te réduire au simple fait d'installer des packages et de gérer l'obsolescence des packages. C'est un système. On sait qu'en fait, même si on te fournit un soft, peu importe en quel langage il est fait, parce qu'en fait, il y a une chose qui va se passer, on ne va jamais enterrer le matériel. Si tu regardes bien même dans la guerre des l'IA qui se passe aujourd'hui, ceux à qui ça profite en premier, c'est les hyperscalers. Parce que c'est sur leur machine que la puissance est gratuite. Donc, en fait, Tout à fait. voilà. Et c'est ce qu'Apple a compris. On ne va jamais se passer du marché du matériel. On pense que le logiciel va tout faire. Il ne pourra pas tout faire. Donc, en fait, je pense que si admin a encore son rôle à jouer, mais tout dépend de par quel bout il prend son métier, tout dépend de ses vraies compétences de base. Si c'est un mec qui s'est spécialisé dans l'administration des systèmes sans vraiment comprendre dans l'administration des systèmes d'exploitation, pardon, sans comprendre les systèmes de manière holistique, et effectivement, il a besoin soit de se reconvertir dans le cloud, comme tu disais, soit il va perdre son métier parce qu'en fait, aujourd'hui, déployer un système, tu vois, moi, ça fait tellement longtemps, j'ai joué avec des systèmes Unix au départ, je me prenais pour un dieu devant des personnes. Déjà, oui, je vais te dire une chose. Quand j'allais dans une boîte et qu'on me demandait de prendre un Mac ou un Windows, je me faisais le plaisir d'installer mon KDE personnalisé, tu vois, mon Linux avec tout ce qu'il y a dessus parce que je me sentais fort. Je vais te dire, ça fait bientôt, j'ai arrêté d'utiliser les systèmes Linux. J'ai eu mon premier Mac personnel en 2020. J'ai choisi finalement de switcher et ça, c'était très difficile. Parce que je vais me dire, à l'époque, moi-même, le Windows Office, je n'utilisais pas. Moi, je compilais, mais j'utilisais mes, on appelle De ça la encore, tech. latex, voilà, pour générer mes documents, tu vois. C'est des choses, et on me disait, tu aimes te faire mal. Parce qu'en fait, on se sentait fort de le faire. Le seul truc, l'avantage qu'il y avait, moi, c'était qu'en fait, je n'avais pas que cette compétence-là. Tu vois, Ouais, la notion de réseau, des protocoles réseau, tout ça, pour moi, c'est la ouais. programmation. Parce que même les réseaux, ça se programme, les protocoles réseau. Oui, oui, c'est qu'un protocole. Voilà. Oui. Voilà. L'expert réseau qui est perdu, c'est le mec qui sait raquer des serveurs, qui sait raquer du switch. Et c'est lui qui aura du mal. Mais le mec qui comprend comment ça marche, le routage, il ne sait même pas de quoi il fait un Cisco, en fait. Mais il peut t'expliquer comment ça marche un paquet, c'est quoi une socket et tout. Et ça, ce mec, il ne perdra jamais le boulot parce que lorsqu'il vient à la phase du run, on a beau dire ce qu'on veut, même quand on est sur du serverless, on peut être dépassé par les événements. On le voit tous les jours. Les applications, au bout d'un moment, quand ça plante, on a besoin des personnes qui peuvent aller comprendre vraiment ce que ça fait lorsqu'un DNS est down. Et ça, ce n'est pas le taf d'un dev, quoi. Et pour moi, c'est le taf d'un ingé 6, sauf qu'en fait, on a trop réduit les ingé 6 dans nos formations aux admin 6. Et donc, je dis aujourd'hui, ça ne relève plus de l'extraordinaire d'être capable d'installer un Fedora, un Red Hat. OK, de temps en temps, tu peux passer par là, mais en fait, aujourd'hui, déployer un système, tu sais, il y a sur la marketplace, il y a tous ces systèmes qui sont déjà faits avec tous les packages, quoi. Tu les prends, tu as tout. Avec tout. Exact. Voilà. Donc, aujourd'hui, en fait, tu vois, maintenir des packages, c'est une tâche qui relève de. À l'époque, c'était beau, hein. Il y avait toutes les équipes dédiées à cela, hein, qui étaient là, une équipe dédiée. On appelait des ingénieurs, des personnes qui maintenaient les packages, qui les fabriquaient et tout. En fait, pour moi, ça a toujours du sens. C'est juste qu'il faut juste un plus à cela. Il faut, parce qu'en fait, il y a, et tu vois, j'en profite, je viens de penser à quelque chose. Des personnes qui ont confondu les conteneurs en fait remplacer les packages par les conteneurs. Qui, pour moi, en gros, c'est encore une autre erreur. On s'est dit un conteneur Docker, ça remplace un package Linux. Non, ce n'est pas le cas parce qu'en fait, pour moi, un Docker, c'est juste un conteneur, c'est simplement un processus embarqué. Ça n'a rien à voir avec un package qui va tourner sur un autre physique et tout. C'est juste ce qu'elle veut dire, c'est quoi? C'est qu'en fait, malheureusement, l'informatique a évolué très vite. Et oui, on dit que trop d'expertise suit l'expertise, mais je pense que les gens qui ont des bons fondamentaux auront toujours assez de flexibilité pour rebondir et pouvoir vendre quelque chose. Tu vois, parce Yes. que voilà, le sysadmin pur tel que tu l'as décrit, il va trouver sa place dans des boîtes où effectivement sa compétence rentre dans la chaîne de valeur. Mais c'est quelle boîte? C'est des boîtes qui font vraiment de l'IT, c'est-à-dire c'est Google, Facebook, là où on gère des serveurs. Mais même dans cette boîte-là, on va attendre de lui plus que ça en fait. Donc moi aujourd'hui, quand on va attendre de lui plus que ça, installer un serveur aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. C'est juste effectivement, Ouais. mais comment est-ce que tu penses ta gestion des fichiers? Comment est-ce que tu penses au clustering? Comment est-ce que tu architectures ton truc? Comment est-ce que tu analyses le risque lié au logiciel qu'on code? Et je te dis encore un dev, des devs sont très, très bons. Ils vont aller vite. On va les voir au devant de la scène. Ils font du front et tout. Mais ils n'ont pas cette capacité à vraiment te gérer de l'architecture. Mm. Vraiment, ils ne sont pas capables d'architecturer des systèmes, je sais pas, des systèmes rapides, quoi. Et c'est là où le SRI arrive, quoi. Donc, pour moi, en fait, l'idée de DevOps, pour moi, consisterait pour l'admin 6 d'avant, ça consisterait pour lui à faire de l'Ops autrement. Se familiariser avec des outils de monitoring nouvelle génération, de la CI/CD, c'est autre chose. Mais par-dessus, être capable de s'approprier ces outils-là et apporter une surcouche d'abstraction. Et c'est là qu'on va rentrer dans un autre concept qui, pour moi, est une extension du DevOps et du SRI, qu'on appelle le platform engineering. Si tu veux, on peut en parler tout à l'heure. C'est la nouvelle tendance. Yes. Voilà. Tu me prends toutes mes questions, c'est cool. Désolé.
pour revenir un petit peu en arrière, moi, personnellement, tu vois, j'ai commencé en tant que technicien système et réseau, donc j'avais mes Ouais, protocoles, etc. Après, j'ai fait admin 6 et rapidement, je me suis dit, bon, je vais devenir dev parce que je connaissais assez bien le dev ouais. et surtout parce que je préférais livrer mon application que faire des astreintes, en fait. OK. Et avec ce que tu me dis, en fait, la tendance qu'on devrait avoir aujourd'hui, notamment avec les trend words qu'on entend comme le chaos engineering et ce genre de choses, Voilà, c'est ça. on ne devrait plus avoir des gars qui restent 24 sur 24 en train de regarder un Agios, une application Effectivement. ancienne. On n'est plus sur Nagios, Oui, mais on devrait c'est plus avoir pour, des gars ouais, 24-24 en train de faire du ouais, monitoring. ouais. Les machines, enfin les infras devraient faire des rollbacks, les infras devraient se déployer toutes seules. Enfin, il devrait y avoir tout un tas de choses. Euh, du coup, moi qui ai changé et qui suis parti en tant que dev, j'ai vu plein d'avantages, beaucoup d'avantages dans tous les sens, des CI/CD as a service, des hosters de projets open source gratuitement, parce qu'avant GitHub, hoster ton projet open source, c'était pas si simple que ça, quoi. Oui, On a c'est eu vrai. donc les CI/CD as a service, on a eu les Docker Hub où tu peux mettre C'est ton ça. image de conteneur. On a eu plein de choses que, en tant que dev, le travail il est ultra facilité. On a juste à se concentrer sur les 6 mois de bootcamp qu'on a fait pour apprendre Python, Ruby Oui, c'est ça. ou autre framework JS et on peut aller dans notre métier. Ouais. Le truc, c'est que moi, ce que je vois aussi, c'est que les devs se concentrent sur leur travail et c'est ce qu'on leur demande, mais informatiquement parlant, en fait, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Et ça, toi, c'est quelque chose avec Speedscope pour lequel les entreprises viennent te chercher parce que eux, ils se focusent sur leur travail, ils recrutent des devs, mais C'est quelque ça. part, en fait, ils ont plus d'organisation, ils ont plus de manière de savoir où est-ce qu'ils devraient aller, où est-ce qu'ils devraient faire demi-tour. Et c'est pour des choses comme ça qu'on vient de capter, en fait. Oui, enfin, oui, je l'ai dit, c'est pour ça qu'on est là, pour être très honnête. Aujourd'hui, on n'a pas encore beaucoup d'inbound. Bon, c'est aussi parce qu'en fait, on vient à peine de formaliser vraiment notre offre. Quand moi, j'ai commencé, c'était un peu unipersonnel. Ça fait à peu près 1 an que je suis parti vraiment sur un système où voilà, je ne veux plus qu'on me voit, moi, Eugène, en tant que freelance, parce que c'est ce que beaucoup de personnes pensent, mais qu'on voit plutôt mon groupe. Effectivement, c'est ce que nous sommes censés faire. Mais si on est sur un marché où les gens ne comprennent pas ça exactement tel que je l'ai exprimé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des boîtes vont, comme je dis encore, vont débarquer sur la partie exécution, mais en fait, elles vont rechercher exactement ce que tu viens de dire, parce que le dev aujourd'hui est très proche du métier. Le dev est très proche du métier, mais sauf qu'un besoin métier doit être transformé en besoin opérationnel. Mm. Et la seule personne capable de transformer un besoin métier en besoin opérationnel, c'est un architecte. Ouais. Voilà, celui qu'on peut appeler DevOps. Mais pour moi, en fait, le DevOps venait effectivement pour que cette phase-là ne soit pas, qu'il n'y ait pas des silences, ces phases, qu'en fait, tout le monde, que toutes les phases, même la maîtrise, la maîtrise d'ouvrage, qu'on y mêle les DevOps, enfin les Ops et les Devs. Mhm. Tu vois, et pour moi, celui qu'on appelle DevOps dans la société Spiscope est là, en fait, pour fédérer ces équipes-là, pour faire, en fait, que le dev, l'Ops comprenne assez bien les besoins du dev pour industrialiser, instrumentaliser, et que le dev, lui, mette en place des systèmes suffisamment runables. Parce qu'en fait, le mythe de dire le DevOps, c'est you build it, you run it. En fait, tu peux pas, enfin, un dev ne peut pas run, en fait. C'est pas possible, tu vois, c'est une mauvaise compréhension. Même si c'est Google qui l'a dit, c'est faux. Ça ne peut pas se faire, en fait. Et voilà, le run, c'est faire pour les ops. C'est l'opérationnel. Se maintien en condition opérationnelle, c'est ça le run. Le dev n'a pas à se soucier de comment il run. Il a à se soucier de comment ça run, mais il doit fournir quelque chose qui est suffisamment runnable pour les par les autres. Et s'il pense à faire ça, c'est même là où il y a collaboration. Parce qu'en fait, s'il faut dev et run en même temps, en fait, on n'a pas besoin de l'ops. Le dev, c'est lui le DevOps. Ouais. Et c'est là où, en fait, les devs disent que je suis DevOps. Moi, en fait, tu restes un dev. Et lui, il reste un ops. Sauf que vous Ouais. bossez en DevOps. Je ne sais pas Ouais. si tu comprends. Voilà, Ouais, je vois tout à fait le truc. voilà, vous savez la culture DevOps. Effectivement, nous, on vient nous chercher sur ces phases-là. Mais nous, on va aller plus loin. On ne va pas venir juste là, mettre en place du monitoring pour la société ou leur implémenter des outils parce qu'ils le veulent. On va intervenir à la base pour prévenir la complication. Donc, on va commencer vraiment par de l'audit. Nous, on commence tous nos projets par une phase D'accord. d'audit. Les clients, ça peut les saouler, mais c'est les choses qui les rattrapent. Parce que quand on commence par un audit, on fait un diagnostic, on fait un SWOT DevOps pour analyser les forces et les faiblesses de la société. Donc, pour nous, Mm. c'est très important. Et, et, et,
Et on va se dire aujourd'hui que les sociétés qui ont le plus besoin de ça, ce seraient peut-être des startups, des PME, parce qu'en fait, elles n'ont pas de CTO. Et Ok. que nous, on va les aider à se structurer sur les 2-3 premières années, le temps que le CTO avéré vienne reprendre la charge et déroule juste le plan d'action qu'on aura mis en place. Mais même pour des projets au sein des business units de grandes sociétés, ça a sa Mhm. place parce que le fait de commencer par un diagnostic, par vraiment auditer un système avant de dérouler maintenant avec un plan d'action concret, ça permet d'utiliser les mêmes outils qu'on pense aujourd'hui devoir utiliser, mais en aliment avec la vision stratégique de l'entreprise. Il y en a des entreprises qui vont venir te voir et vont te dire, je veux un mec qui fait du Jenkins. Et quand tu vas aller regarder au fond, en fait, dans la gestion de la pipeline, il n'y avait aucun besoin impératif. Parce que moi, je fais la différence entre un Jenkins et un GitLab CI, par exemple, au Mhm. niveau du domaine language. Jenkins Ok. a à côté son langage, il a son langage embarqué, le Groovy, qui est un peu du Java, qui est Ouais. du scripting, qui permet de faire de l'impératif. C'est-à-dire, je connais l'impératif, c'est-à-dire de pouvoir toi-même maîtriser ton programme, faire des if, else et tout. Ouais. GitLab, CI, c'est du YAML. Je peux mettre un Ouais. peu de bash, voilà, fais un peu, Déclaratif. Point barre. voilà, mettre du déclaratif, un peu comme du Terraform. Mais parfois, le Mhm. déclaratif suffit parce qu'il n'y a pas besoin de plus d'intelligence que ça. Bah On ne ouais. va pas aller chercher un Jenkins qui est déjà complexe à maîtriser, qui est difficile à mettre en place, ou parfois tu ne sais pas entre programmer ta pipeline et la configurer avec ton Ocean Blue d'interface. Et on perd en énergie, on perd en base de connaissances. En fait, finalement, on se met à dépendre d'un expert qui est peut-être venu, qui était très bon en Jenkins, qui a fait un truc plus complexe que nécessaire et qui s'en est allé. Ce n'est pas lui qui a tort, c'est qu'en fait, on l'a embarqué un peu au bateau. Et c'est ce qui arrive Ouais. à toutes les boîtes. C'est pour ça qu'elles sont en train, chaque fois, chaque 6 mois, chaque 1 an, en train de chercher la ressource au lieu de chercher l'équipe qui va résoudre un problème, qui va avoir une vision, qui va directement. C'est pour ça que nous, tu vas regarder dans notre slogan, nous, on vise l'optimisation opérationnelle de la chaîne de valeur. On est vraiment, on bosse sur ton business, on ne bosse pas sur des outils. Donc, nous sommes agnostiques de la stack technique. C'est pour ça qu'en fait, j'ai pris le parti de ne pas monter une société de spécialistes. On n'est pas spécialiste AWS, même si on se vend aujourd'hui comme intégrateur AWS, parce que, voilà, au passage, on fait partie du réseau de l'APN AWS Partner Network. Ça, c'est un peu spécifique. On a aussi une équipe dédiée à la mise en place d'infrastructures Kubernetes. Donc, je profite de faire un peu de pub. OK, on va dire ça. Mais en Bien fait, sûr. voilà, mais en fait, derrière nous, on n'est pas une boîte de spécialistes, on est un réseau d'experts. Ce qui fait qu'on va pouvoir mutualiser les expertises pour adresser ta solution avec du craftsmanship, en fait, mais vraiment de l'artisanat, quoi. Et quand on parle d'artisanat, ça ne veut pas dire que c'est fait manuellement. C'est pour dire j'aime bien utiliser le terme, on va charcuter ton infrastructure aux petits oignons. On va te fournir des Ok. stacks sur étagère. Et c'est là où, comme je t'ai dit, le plateforme engineering devient propice parce qu'en fait, ça devient une extension du DevOps et du SRI qui va donc simplement davantage abstraire toute la complexité à maîtriser des outils DevOps pour permettre aux Ops et même aux Devs de davantage être rapides et de se concentrer vraiment sur le delivery. Voilà. Mm. Voilà. Je réponds toujours. Voilà. J'essaie d'être exhaustif. Mais en fait, oui, effectivement, on est censé venir nous chercher sur les problématiques que les devs ne savent pas adresser parce qu'effectivement, les devs, c'est eux qu'on va plus mêler à toute la phase d'idéation, les ateliers Tricard, toutes ces choses-là pour design UX et autres. Mais derrière, pour opérer, ils font combien plus de compétences que ça? Ils auront besoin de nous. Sauf que nous, quand on va arriver, on ne va pas venir juste opérer le système. On va venir commencer d'abord à auditer la chaîne de valeur parce qu'on veut savoir où est-ce qu'on agit et on veut avoir une intervention sur mesure tout en mettant l'humain au centre de notre intervention. Voilà. Ok. Juste au passage, je voulais dire que numéro un, je déteste Jenkins. Et numéro 2, pour expliciter un peu plus, SRI, ça se traduit par Site Reliability Engineering, C'est donc ça. ingénierie de la fiabilité du C'est site. ça, effectivement. Mais bien dit. Et enfin, je tenais à le dire et à avoir la traduction, puisque les mots définissent très bien la chose, en fait. C'est ça, effectivement. Comme tu dis, et c'est pour ça que je te disais qu'en fait, ça a été pensé pour relever les défis opérationnels liés à la gestion des systèmes complexes à grande échelle. C'est vraiment Google, là, ils ont mis ça en place. Ils ont développé des pratiques et des outils qu'ils appellent outils SRI
voilà, telles que la gestion des clusters, le monitoring, c'est beaucoup de monitoring. Et ils ont une obsession pour la mesure. Tu connais ces gens-là. Donc, le SAI pense aussi, parce que voilà, ils ont une obsession, ce sont les obsédés de la mesure. Et c'est grâce à la mesure qu'ils fournissent des systèmes aussi fiables, quoi. C'est pour ça qu'on peut avoir des systèmes comme YouTube qui vont cracher, mais de façon à chaque fois, mais très événementielle. Parce que, Ouais, voilà. Voilà. tout à fait. Mais quand tu me dis cet attrait pour les métriques et le monitoring, ça me fait Oui. dire aussi que dans les tendances qu'on a eues depuis, non, pas année 2000, je dirais plutôt 2010, on a Mhm. eu toute la stack Kibana, Elasticsearch et tous ces trucs-là qui nous ont permis d'aussi, de faire des dashboards, de récupérer des data de partout et de le faire relativement simplement. Avant, on avait la stack Nagios, Centreon, Cacti, etc. Je Ouais. pense qu'on a tous vu les limites de tout ça. Centreon, Mhm. il pousse toujours encore, les gars, Oui, d'ailleurs. parce que On a Saint-Tron est vu- passé plus du côté de l'observabilité, qui est différent du monitoring, mais je te laisse continuer. Ouais. c'est vrai, ouais. Centreon, Ouais. c'est bien plus d'observabilité, c'est vrai. Et, Ouais. euh, et le monitoring et surtout la métrologie, c'était Cacti. C'est Et ça. ça, ça a très, très mal vieilli, tout ça. Et donc, c'est grâce à ces outils qu'aujourd'hui, on peut trouver même as a service. Mhm. Soit on peut s'amuser à monter sa propre stack, ou soit directement, AWS à CloudWatch, Google à Monit, je crois, quelque chose comme ça, C'est ça. Ouais. où on peut manager tous les services. Et comme aussi on est parti sur un paradigme à la demande, même Mhm. si les développeurs, c'est pas leur porte-monnaie, ils s'en foutent, ils font n'importe quoi. Ouais. Mais vu qu'on est parti sur un paradigme à la demande, en fait, le fournisseur en lui-même, lui aussi, se doit de compter tout ce qui se passe. Et du Oui, coup, effectivement. tout le monde est en train de Exact. regarder des chiffres pour savoir comment tout optimiser, en fait. Le provider, Oui. de son côté, il fait du monitoring pour optimiser sa plateforme. Nous, on fait du monitoring pour optimiser nos prix. Et tout ça pour dire qu'en fait, le SRI, c'est quoi sa bordure? Au final, sa bordure, elle est aussi large que le sysadmin dans les années 90-2000. Le SRI peut travailler pour une entreprise lambda comme pour un cloud provider. Euh, pour toutes les entreprises en fait qui managent ou pas une infrastructure chez eux ou par un tiers en fait. À Ouais, non, partir du non, moment où ils gèrent un système. non, Excuse-moi. je pense que le SRI trouve mieux sa place dans une entreprise qui fournit des systèmes informatiques. Pour une entreprise dont le système informatique est externalisé et qui n'a qu'un système d'information, le SRI il est inutile parce qu'il n'a rien à instrumenter. Le SRI, c'est trop d'instrumentation. Et l'instrumentation consiste, en fait, c'est du tooling, quoi, tu vois. Enfin, donc, Hmm, le SRI trouve mieux sa place dans les entreprises, effectivement, à pure vocation tech, quoi. d'accord. Voilà. Pour moi, c'est. Et, et j'englobe donc le SRI dans ce que tu me donnes comme trendy word, parce qu'il faut que j'aille réviser ma leçon, parce que je pense que ça fait 6 mois, un an que je l'entends et que je me suis jamais plongé dessus, le platform engineering. Ouais. Ce platform engineering, moi, quand j'entends plateforme, c'est pas le réflexe de tout le monde, mais moi, je pense directement à Kubernetes. Parce que pour moi, Kubernetes, c'est un moyen de se faire un pass privé, en gros, réellement, vraiment en gros. Plutôt que d'aller voir un pass qui propose déjà tous les services sur étagère, on va voir un Kubernetes avec les conteneurs qui proposent plein de services sur étagère au final. Non, Ensuite, non, effectivement. Non, non. ouais, vas-y. Effectivement, le Kubernetes, pour moi, c'est ni plus ni moins qu'un système de provisioning, hein. C'est juste que on a, en fait, derrière, quand on s'appuie sur Kubernetes pour mettre en place des services, on a tendance à tout passer sur Kubernetes, c'est-à-dire qu'on a tendance à voir l'application qui tourne comme du cube, en fait, la plateforme en soi comme du cube. Non, en fait, le cube, ce n'est que du provisioning. Cube est à Docker, ce que Terraform est à AWS et autres, quoi. Même si derrière, on peut piloter du cube avec Terraform. Après, une fois de plus, nous, de la tech, on fait un peu des abus, mais en fait, Cube se Mmh. suffit en soi. Cube, c'est un orchestrateur et un outil de provisioning. Ouais. Autant que Kubernetes est un outil d'automatisation. Mais en fait, pour revenir aux plateformes engineering tech que je te parle ici, c'est vraiment, l'idée, c'est vraiment, c'est un concept en fait de plateforme engineering qui va s'appuyer sur les bases de l'ingénierie SRI. Mhm. Donc, en fait, les origines, c'est un peu moins clair Oui. que le DevOps, mais aujourd'hui, comme je dis, c'est une extension du DevOps et du SRI. C'est une extension de ces pratiques-là, avec un accent vraiment sur la fourniture d'une plateforme complète,
quand on dit plateforme, il faut voir une plateforme un peu comme une sorte de catalogue de services, on va dire ça comme ça, qui est consommable. C'est pour ça que du coup, moi, au lieu de parler de DevOps désormais, je vais plutôt parler de DevX, en fait, Developer Experience. Tu vois? En fait, c'est une plateforme qui va Malin. permettre, en fait, voilà, c'est ça. En fait, du coup, en fait, la plateforme ingénierie va être un peu pour ces ingénieurs DevOps, entre guillemets, ce que sont des plateformes comme Wix à la jeune dame qui veut créer son site et qui n'a pas de connaissances informatiques. C'est pas pour dire, j'exagère un peu avec Extrapro, c'est pas pour dire qu'en fait, les mecs qui vont utiliser la plateforme engineering ne connaissent rien au DevOps. C'est que non, en fait, ce sont des ingénieurs DevOps. Mais comme il y a tellement d'outils à manipuler à longueur de journée, il faut faire des liens de dépendance entre les deux. La Mm. plateforme engineering va venir abstraire tout cela. Mais en fait, c'est toujours ces mêmes ingénieurs-là qui vont mettre en place cette plateforme-là pour faciliter la vie aux autres collègues et pour permettre qu'on ait un univers centralisé en termes de pratique et même pour favoriser ce qu'on appelle le GitOps, quoi, le source of truth, avoir une seule source de vérité. La centralisation, c'est la meilleure façon de limiter les incohérences et les drifts en termes de management. Donc, avec une plateforme engineering, on sait qu'on a une seule source de vérité, on sait qu'on opère à partir de là. On a un point d'entrée, on a un point de sortie, et c'est plus facile de gérer les rollouts et les rollbacks. Yep, yep, yep. Voilà. Voilà. Donc, c'est une plateforme complète de développement de produits qui va juste soutenir l'ensemble de la perspective commerciale et même opérationnelle de la société, en fait. OK. Donc, si j'en viens à mon Kubernetes, en fait, toi, Oui. tu me donnes la réponse que tu m'avais donnée au début du podcast, où tu me disais que toi, tu viens en tant qu'agnostique et que tu vois Kubernetes comme l'outil qu'il est, et C'est qu'en ça. fait, il y a des parties, quand tu vois un SI, tu ne te dis pas, oh, il faut le Kubernétiser, tu te dis, bah, Ah, cette effectivement. partie-là, Voilà. Oui. peut-être que cette partie-là vaut le coup de prendre Kubernetes, ou peut-être pas. Exactement. Et nul, enfin, te vient pas en tête directement Kubernetes tout, c'est le gros trend en ce moment. Et effectivement, c'est exactement ça. Tu vois, on va pas D'accord. aujourd'hui, et je dis que c'est la force, c'est la force commerciale. Il faut savoir que même si on est dans la tech, ça reste aussi du marketing, hein, comme pour les autres produits. Parce qu'en fait, derrière, on a tellement parlé de Kubernetes, c'est devenu une tendance et c'est un très bon produit. Donc, comme c'est un très bon produit, il y a eu une forte adoption. On a pris plaisir à le faire, mais ce n'est pas de la faute des techs. C'est juste qu'il faut des bons managers aux bons endroits. Et je pense qu'en fait, il faut qu'on revoie la notion, parce qu'en fait, les techs, je pense qu'ils sont à l'aise dans le boat, ils savent bien faire les choses. C'est juste qu'il faut derrière des vrais DSI. Et je pense qu'on n'a pas de bons DSI aujourd'hui. Il y a des mecs qui ne savent pas, on ne met pas les bons managers aux bons endroits. On met des personnes qui vont te gérer un budget plus que des personnes qui sont capables de te gérer un projet. Et gérer un projet, c'est autre chose. Donc, il y a des gens qui vont te dire, ils vont te gérer les budgets, ils vont savoir ce qu'on dépense par an, aller recruter, contacter des boîtes qui vont aller chercher des ingénieurs et tout. Mais ce n'est pas des gars capables de pouvoir mettre les ingés dans un contexte suffisamment confortable pour qu'ils mènent des bonnes actions avec une vision pérenne. Et donc, quand tu vas prendre le mec, tu vas lui dire, toi, tu es un expert Kubernetes, moi, j'ai telle application, je pense que voilà, je veux qu'elle aille en prod, Kubernetes, c'est bien. En fait, tu le prends parce qu'il est expert Kubernetes. Tu ne le prends pas parce que tu as un souci d'architecture de ton application. Donc, je pense que le mec, Ouais, quand il va arriver, au meilleur des cas, il va te demander est-ce que tu as besoin de persistance, est-ce que tu as besoin de, est-ce que tu veux une infrastructure à état ou sans état, stateful, stateless, des petites choses comme ça. Au pire des cas, le mec, il va juste aller avec ses appétences à lui, il va faire ce qu'il pense bien faire. exactement. Voilà, ça va rouler, hein, ça va marcher au départ, mais sauf que derrière, quand on commence à opérer, c'est quand on commence à opérer qu'on se rend compte qu'en fait, on a peut-être dévié ou pas. Et là, le mec, il est déjà parti. Donc, tu cherches un autre qui est bien, il reprend autrement. Parfois, tu changes, tu dis on va réussir. C'est pour ça, mais pourquoi il y a des rétropédalages? C'est parce qu'en fait, des gens ne prennent pas la peine de penser. Mais c'est aussi pourquoi? Parce qu'on est dans une société aujourd'hui où aussi entreprendre, c'est lever Immédiate. des fonds. Et quand on lève des fonds, on a un time to market, donc on va très vite. Donc, il y a beaucoup d'argent. Exactement. Voilà. Et c'est pour ça que l'univers startup n'est pas mal, mais les startups aujourd'hui deviennent aussi très gourmandes en termes de finances. Je pense que les gens capables de faire du lean sont les meilleurs. C'est-à-dire que lorsqu'on fait du lean, on fait forcément du fin. Et si on fait du Ouais. fin, on fait du green, tu vois. Je sais pas si tu vois. Si, Voilà. si, si. Voilà. Et tous ces outils DevOps, SRI ont été pensés pour ça, en fait. C'est juste qu'on se les approprie très mal. Donc, il faut vraiment davantage s'acculturer. Il faut beaucoup évangéliser autour de ces outils-là. Et il faut aussi que les DSI, que les entreprises de manière générale, revoient leur façon d'aborder la problématique SI et à qui elles vont faire confiance. Voilà. Ce n'est pas parce qu'une entreprise existe depuis 10 ans, elle a pignon sur rue, elle fait 400 millions de chiffre d'affaires,
que forcément, vous avez besoin d'elle, quoi. Je veux dire, ça, c'est des businessmen, ce n'est pas forcément des techs. Les techs, la vraie tech repose vraiment sur des sachants. Et ça, on ne peut pas l'enlever. Il faut des gens qui savent. Et savoir, ce n'est pas juste savoir coder. C'est aussi savoir manager, c'est aussi savoir leader, en fait. C'est des tech leadership. Et ça, c'est cette partie-là qui manque. Je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même le biais du sachant qui revient, qui est Ouais, celui que... je te donne un exemple. Moi, par exemple, pour ma plateforme, j'utilise du Python Django pour faire OK. la partie back-end et la partie web. J'utilise du MariaDB. Et en fait, OK. ces choix-là, ils ont été faits par moi-même. Et comme tu Oui, l'as dit, simplement parce que c'est les technologies avec lesquelles je suis à l'aise. OK. Et elles correspondent à ce que j'ai envie de faire. Bien sûr. Si je fais un benchmark de tout le marché, ça se trouve, je trouverai des technos qui correspondent bien plus. Mais Effectivement. cependant, humainement, je vois que les deux plus gros avantages que j'ai, c'est que d'abord, je suis troisième Dan en Python. Donc, si j'ai envie de faire quoi que ce soit sur ma plateforme, elle est accessible pour moi Mhm. et pour les gens que j'ai envie de recruter. Mhm. Et pour ce qui est de l'ADB, bah pareil, je connais MySQL depuis toujours. C'est la première DB que j'ai utilisée. J'aurais pu utiliser PostgreSQL aussi, mais je me suis dit, allons sur MariaDB. Et puis voilà. Et donc, mes choix, clairement, ils n'ont pas été techniques, en fait. Ils ont été par affinité, Oui, mais bien sûr, parce mais que effectivement. Oui, mais c'est même les choix, forcément, doivent toujours être techniques. Et puis, dans ton cas, on voit bien que tu es sur des choses qui sont juste incontournables. Je veux dire, aujourd'hui, quand on veut discuter en termes de stats techniques, on met d'abord Python, mais SQL, PostgreSQL de côté. Enfin, on va pas chercher C'est loin. vrai, Tu vois, c'est vrai. c'est quasiment interchangeable. Là, on parle déjà vraiment et puis, toi, en fait, tu fournis un Oui, moi, outil. je suis sur du métier, je suis sur Voilà, du tu métier vois. directement, alors que Voilà, tu me parles d'ingénierie et ça veut d'IT. dire que C'est vrai. quoi? C'est un peu trop transparent pour tes users. Tu n'as pas un Mm. site avec des milliards de requêtes par jour. Tu as pas de, enfin, pour toi, tu as juste Oui, besoin d'un truc qui tourne et tu as besoin des pages qui. Les gens, en fait, ta vraie valeur ajoutée, c'est le contenu, tes benchmarks, c'est ce que les gens voient. Et je pense que pour toi, avec mm, ce que tu as comme infra, tu arrives à les satisfaire. Mais si tu tout à pars fait. vraiment sur quelque chose Si tu as d'ultra fort dynamique, trafic, tout, ouais. voilà, avec de la communication interprocessus et autres, en fait, ça ne va pas changer le fait que tu utilises MariaDB ou du Python. Ça va juste changer Mhm, la manière dont tu les mets en place. C'est pas mon truc, c'est pas mon truc en soi, c'est pas la stack mm. technique. Comme partenaire Ok, monsieur du cube, ce que cube en soi déjà, ça va déjà au-delà de juste, c'est pas un langage, tu vois. Quand on parle de cube, ça veut dire qu'on a containerisé. Le cube n'a rien à voir dans une architecture monolithique. Et dès qu'on parle c'est de vrai. cube, comment est-ce qu'on manage le cube même vient dès lors la contrainte de comment est-ce qu'on gère les API serveurs, comment est-ce qu'on gère les configurations, est-ce qu'on est assez sécu, c'est quoi notre cœur de métier, parce que derrière, on peut se prendre des audits, parce que tout dépend, tu vois, dans Mm. un système de santé qui part sur du cube, il faut s'arranger à avoir des mecs qui vont te déployer des cubes en conformité avec des règles de compliance. Si les mecs, ils ne les Mm. connaissent pas, ils vont beau être experts en cube, et ils n'ont rien foutu, quoi. C'est pour ça que j'en profite pour te dire, par exemple, on a une offre avec un cube advisor et un cube score qui, pour le premier cas, on va commencer par plutôt CubeScore. Le CubeScore, c'est cet outil-là qui, chez nous, va te permettre de donner un score à tes clusters. Donc, il va t'aider dans les phases de build, donc à builder tes clusters Kubernetes en respectant les règles, les bonnes pratiques. Ça, ce CubeScore, il va te sortir un rapport selon ton archi, ton nombre de clusters, qui te dit un Mhm. peu donne l'état de santé de ton cube et te donne des axes d'amélioration de ton cluster Kubernetes. On a la partie advisor qui, au-delà des outils comme Prometheus qui vont faire du monitoring, qui vont te dire exactement là où tu as un problème, mais en fait, l'advisor va plutôt essayer chaque fois de te relever l'état de santé de ta configuration cube. Ok, Et ça, c'est pour la partie run, les outils qui facilitent ouais. la tâche. Et ça, par exemple, mettre en place ce genre d'outils, c'est commencer à faire du plateforme engineering. C'est-à-dire, ça évite à un admin 6 ou à un ingé 6 d'avoir à plonger dans dans des clusters Kubernetes, même si c'est le faire. Il n'y a pas de valeur ajoutée pour lui d'aller auditer cluster par cluster. Sa valeur ajoutée à lui, c'est de pouvoir comprendre une erreur ou un rapport d'audit qui lui est remonté d'un cluster Kubernetes. Et c'est ça un expert. Ouais, ouais. Voilà, c'est un peu ce que je veux dire, quoi. Donc, en fait, quand je parlais de gérer des projets plutôt que de gérer les budgets, et je parlais même du sachant, non, je ne dis pas que forcément on a besoin d'être expert, on a besoin des experts. Justement, nous, la vocation de SpeedScope, c'est d'abstraire la complexité non seulement, mais c'est de réduire la dépendance aux experts. Quand l'expert intervient, il doit intervenir de manière à ce que pour la suite, on n'ait plus besoin d'un expert. Ouais. C'est d'ailleurs ce que Amazon, Google, ils ont réussi à faire. AWS est fait de manière à ce que
toi qui l'utilises, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui sait comment est-ce qu'on gère un OpenVZ ou, tu vois, ou Ou un voilà. VLAN. Ouais, voilà, c'est ça. Tu n'as pas besoin de savoir ça. Tu as besoin des gens qui vont juste comprendre ton application, du Node.js, savoir si tu as fait du serverless ou pas, savoir designer une architecture et s'appuyer sur AWS. Parce qu'en fait, même dans AWS, je prendrais toujours la différence. Toi qui n'es pas un expert en réseau et celui qui est expert en réseau, il va mieux te designer ton archi-réseau sur AWS qu'un développeur. Sauf que derrière, AWS va accélérer la phase de création de ce réseau parce que tout est objet, tu vois, entre le peering, VPC et autres. Mais en fait, le mec qui a une bonne connaissance réseau saura prendre des bonnes adresses IP, Bonne saura penser le distribution. réseau, saura pourquoi. Exactement. Tu vois, et quand on pousse, on pousse. J'ai discuté avec un mec que j'ai pris l'autre jour pour intervenir sur un projet. En fait, il m'expliquait qu'en fait, tout Internet veut dire public. Je dis, OK. Donc, pour lui, lorsqu'il met en place un load balanceur, il n'y a pas de raison que le load balanceur soit privé. C'est con, c'est une erreur. Si quand on est sur Internet, on est censé être public. OK, bon. Et tu vois, parce qu'en fait, non, ça, c'est quelqu'un qui a appris, sans prétention aucune, c'est que le mec, il a passé des certifs, quoi. Il n'a pas compris la notion de DMZ, il n'a pas Ouais. compris ce que c'est qu'un VPN. On a mis en place des VPN parce que le Bah, en privé fait, existait. Vas-y. moi, si je comprends bien ce que tu me dis là, en fait, si je prends l'analogie, tu vois, avant, on prenait un Cisco, on faisait nos VLAN, configurer notre réseau, etc. AWS vient et vous dit, moi, j'ai la technologie VPC. Moi, quand j'ai vu la technologie VPC, je me suis dit, mais attendez, ça y est, on peut faire des réseaux privés virtuels. C'est quoi cette histoire? C'est la base de la base du gars qui a envie que deux machines communiquent entre elles, quoi, à la base. Et en fait, c'est comme tu dis, si tu avais déjà un background en réseau, que tu savais comment fonctionnent les IP, que tu connais les plages, tu sais comment architecturer, te dire, lui, je le mets avec lui, je donne pas avec lui. Les flux réseau, ça doit être ça, ça, ça et ça. Tu arrives sur AWS, bah, en fait, juste, tu n'as pas à mettre les mains sur ton Cisco. C'est Maintenant, ça. si t'avais pas le background, bah, tu arrives, OK, tu peux faire deux, trois trucs qui marchent, tu as une certif, tu as deux, trois, t'as Google, tu as Stack Overflow, tu peux faire des choses qui marchent, mais tu peux surtout les faire mal, en fait. Tu peux surtout les faire C'est très très mal mal parce qu'en fait, et tu vois mettre la ton différence. front-end à côté de ta DB et faire n'importe quoi. C'est ça. La différence entre le mec qui est un bon architecte dans l'âme et le mec qui a juste débarqué parce que peut-être c'était un dev qui a appris un peu à faire de la WS, il saura faire des outils en standalone. Il saura manipuler du compute, il saura manipuler du Firebase, il saura faire tout ce que tu veux, mais il ne pourra jamais mettre le tout ensemble pour adresser un besoin métier. Parce qu'en fait, Ouais. faire de la WS, monter du Redis ou de l'OpenSearch sur Amazon, enfin, tu vois, pour monter, Mm. tout le monde sait le faire, ça. Tu vois, j'apprends à ma fille, elle saura aller cliquer et configurer ses clusters Redis, son Elasticache, elle saura le faire. Mais Mm. derrière, comment est-ce que tu sizes ton MongoDB Atlas, ton Elasticsearch pour supporter la charge de ton API derrière? Comment est-ce que tu sais qu'il te faut du TLS ou pas à un endroit, tu vois? Et c'est là où ça devient passionnant. Et c'est là où tu comprends que oui, oui, on a tous fait du AWS, mais là, on commence à se distinguer. Quand tu commences à monter dans les strates, tu comprends que là, tu vois, là, ici, là, on est on est plus dans l'improvisation. Parce que Ouais. tu vas passer des heures et des heures à débugger une application juste parce que tu n'avais aucun recul en architecture. Tu vois, des trucs qui marchent tous ensemble, tu as testé la connectivité, c'est même passé, mais ce n'est pas parce que la connectivité marche que derrière, il y aura la communication entre les services. Et ça, pour moi, c'est un capital, mais très, très précieux, en fait. Donc, c'est pour ça que je pense que les fondamentaux demeurent. Moi, si je devais recommencer l'informatique aujourd'hui, je ne me gênerais même pas d'aller lire les RFC, en fait. J'irais jusque-là. On est très. Parce que tu vas voir, les architectes, c'est les meilleurs. Quand tu as une vue, quand tu peux avoir une vue holistique des problèmes, quand tu as l'approche architecturale, en fait, mec, tu n'as même pas à maîtriser le Python, en fait. Tu sais juste chaque fois ce qu'il faut faire. Tu auras C'est l'habitude ça. même pour te faire du Python. Elle sera là, C'est tu ça. vois. C'est ça. Et c'est là où, pour moi, je pense que les admin 6 devraient plus travailler, on devrait plus transformer le métier d'admin 6 en un G6. Et un G6, c'est quelqu'un qui sait penser, problème solver. Et dans Ouais. ça, du coup, dans l'ingénierie système, l'administration système et réseau même, elle est incluse. Tu sais, à notre époque, on distinguait les admins 6 des admins réseau. C'est Ouais. une erreur. Ce n'est pas dissociable, les deux. Parce que dès qu'une machine se met en place, si on te dit que la machine, s'il y a une croix rouge à côté de l'interface réseau, ça veut dire qu'en fait, elle ne sert à rien, la machine. Hein. Enfin, c'est pas comme ça, une machine sans réseau. D'accord. D'accord. Ah, une machine, ça, je sais pas, une machine sans réseau, elle ne sert absolument à rien. Même dans un réseau privé, il y a besoin de réseau. Si on met Bah, en place un système.
Moi, je me rappelle que souvent, l'admin réseau, c'était le N3, le N plus 3, Ah, c'est tu ouais, vois, qu'il ouais. y a le N plus 1 pour toutes les pannes, il y a le plus 2, c'est celui qui connaît très bien, et il y a le N plus 3, c'est celui qui a fait le réseau, qui a monté les Cisco, etc. Tu vois. Ouais. C'était plus ou moins ça. Non, Et pour moi, enfin, les ingénieurs doivent aujourd'hui, non pas forcément, bien faire des certifs AWS, hein, mais pour moi, je dis encore AWS, c'est un outil, c'est un produit comme un autre. Je pense que les fondamentaux, c'est important. Et vraiment, l'approche architecturale, la maîtrise des fondamentaux, et c'est là où ça devient précieux. Et je vais me te dire, j'ai aujourd'hui quelques clients américains qui se manifestent parce qu'en fait, ils ont compris que, par exemple, dans les pays comme l'Inde, il y a eu une explosion de compétences sur le marché. Il y a tellement de gars bons en presque tout. Mais en fait, c'est des gars qui ne savaient pas penser et qui n'avaient pas du tech leadership. Et toutes les boîtes qui ont fait appel au service de ces personnes-là, à leurs compétences, se sont retrouvées avec beaucoup de dettes techniques. Et oui, donc du coup, il y a déjà la courbe d'opérationnalité. Elle est trop grande parce que le mec, le temps qu'il comprenne ton système et qu'il l'adresse, c'est très lourd. Donc du coup, tu n'as à lui confier que des tâches très spécifiques. Si derrière, tu n'as pas un vrai tech leadership, que tu as laissé le mec penser ton système, il va te mettre n'importe quoi entre les mains. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de rétropédalage. Donc, typiquement, les Américains ils sont prêts à payer le prix pour avoir la vraie compétence parce qu'ils ont compris que Winland, c'est bien, mais c'est pas, on ne voulait pas forcément les mecs experts en React.js, en Node.js, en Elasticsearch, c'est pas ce qu'on voulait, c'était des mecs capables de penser, capables de réfléchir en alignement avec notre chaîne de valeur. Et voilà, en France, c'est un peu lent, parce qu'en fait, les ESN dominent le marché, et c'est quoi leur Ouais. boulot? C'est de recruter un expert, le placer. Alors, après, je ne crache pas sur les ESN, hein, je dis juste que pour moi, c'est un business à part. Ouais. Voilà, l'offre de ressources n'a rien à voir avec l'offre de service, pour ma part, même si ça reste un service derrière. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec du professionnel service parce que ce n'est pas pensé pour adresser la chaîne de valeur du client, c'est pensé vraiment pour exécuter une tâche déjà définie. Mais si elle n'est pas Ouais. définie au bon endroit, si elle n'est pas définie au bon endroit, c'est mort. Voilà, et ça coûte cher tout ça derrière. Donc, voilà. Ouais. Du coup, il nous reste plus beaucoup de temps et j'ai quelques questions avant qu'on termine. La première, elle est pour Jérôme. Ça va, ouais, la température du crâne? Tranquille. ça va. Je suis en train de fondre. Mais justement, j'avais une petite question. Parce que tout à l'heure, tu parlais d'audit. Ouais. Est-ce que, parce que alors moi, je ne suis pas justement, je suis pas un GN ni quoi que ce soit, mais je suis un horrible marketeur. Voilà. C'est cool. J'aime ça. Et dans le marketing aussi, on fait des audits. Est-ce que cette audit, elle te sert justement à éduquer des clients qui n'ont aucune éducation technique par rapport à tout ça? Comment tu fais pour sensibiliser les néophytes pour vendre ton service, on va dire? Ah, je ne sais pas si. Alors, quand tu dis comment je fais pour sensibiliser nos sites pour vendre mon service, c'est-à-dire parler de mon offre à quelqu'un qui n'y connaît rien de manière à ce qu'il puisse vendre. Exactement, comment tu amènes, est-ce que tu fais faire comment dire, tu fais face à des gens qui parfois n'y connaissent strictement rien. Justement, tout à l'heure, on en parlait avec Anthony, une start-up ou une PME qui a des besoins mais qui n'est pas Oui, ok. consciente de ses besoins. Comment est-ce qu'il y a une technique spéciale, une façon d'aborder le problème ou c'est l'audit qui va servir de point de départ? Oui, l'audit, oui, alors après, on ne va pas auditer un système qui n'existe pas. Nous avons, en fait, on a deux axes chez nous d'intervention. On a un axe inno, effectivement, pour les startups et les PME qui démarrent un projet, qui ont juste une idée. Ils connaissent très bien leur marché, ils connaissent bien le besoin qu'ils adressent, mais ça repose sur de la tech, sauf qu'ils ne savent pas du tout faire de la tech, ils ne savent pas structurer. Et nous, on va leur fournir ce qu'on appelle du CTO as a service. Certes, on va quand même auditer pour pouvoir, on faut quand même poser le diagnostic sur lequel il le manque. C'est clair qu'il leur manque un DSI. Ils n'ont pas les moyens de s'en procurer. Ce n'est pas non plus la priorité à cet instant-là. On va leur apporter ça en tant que service, les aider à structurer leur organisation SI sur un certain nombre de temps, de manière à ce que le futur CTO, quand il reprenne la main, il parte juste sur tout ce qu'on aura mis en place comme outil. C'est exactement la même chose que toi, quand tu interviens en tant que business developer, tu viens dans une boîte, tu poses un diagnostic, tous les 5 forces de porteur, c'est la chose, et tu mets en place des outils et une trame commerciale pour permettre au mec d'aller chercher du leads. Nous, sauf que ce ne sera pas dans une approche marketing, ce sera beaucoup plus dans une approche d'optimisation opérationnelle du service qui est vendu et de pouvoir laisser le client se concentrer vraiment
sur le développement de sa proposition de valeur, sachant que l'entreprise elle va croître et au bout d'un moment, on ne pourra pas éviter la tech. Au bout d'un moment, ça va tellement grossir qu'il va falloir penser aux régions, penser À ce qu'elle est. à scaler un peu, à ouvrir des services dans d'autres pays. Et quand on dit ouvrir, ce n'est pas porter un serveur, voyager avec dans un avion, c'est simplement déployer ailleurs. Mais comment est-ce qu'on automatise ça? Voilà. Comment est-ce que l'application, au bout d'un moment, si les mises à jour se faisaient lentement, mais à un moment donné, il va falloir que les clients, les utilisateurs ne se rendent même plus compte que l'application a été mise à jour. Ça veut dire qu'il faut faire du push. Et là, ça demande de penser comment l'application est codée. Et c'est pas en fait, le mec qui a fait ça, il va t'exprimer ce besoin-là, mais d'un point de vue métier. Et c'est grâce à ton audit, à ton diagnostic, que tu pourras transformer ce besoin métier en un besoin opérationnel. Ça s'appelle l'architecture des entreprises. Il y a le côté architecture des domaines, il y a le côté architecte de solutions. Tout ça sont des métiers qui sont effectivement très négligés par des boîtes qui sont déjà assez grosses et qui, elles, vont aller tout de suite vers l'exécution. Et c'est là où nous, dans l'audit, on fait cette pratique d'architecture des entreprises-là. On va auditer le SI. Parce que pour même te servir une solution informatique, on a besoin de savoir c'est même quoi ton organisation à toi, comment est-ce que tes gens fonctionnent, comment est-ce qu'ils se parlent, comment est-ce qu'ils opèrent. Ouais. Et ça, c'est important pour nous. Ça impacte sur la chaîne de valeur. C'est très important. Et je ne sais pas si je réponds à ta question, mais en fait, voilà, c'est ça notre démarche. Et en fait, et de façon implicite, on va donc éduquer. On va donc passer. C'est un peu du pseudo-coaching DevOps. Parce qu'en fait, quand on est dans l'audit, il y a toute une phase de kick-off, des allers-retours d'entretien avec le client où on lui parle. Et toute la partie SWOT DevOps qu'on va faire, c'est-à-dire entre analyse des forces et faiblesses, c'est sur la base des éléments qu'il nous donne. Même s'il nous donne en son langage, en lui, nous, on va transformer ça de manière à pouvoir mapper technique. Ça sur sa stack technique, de manière à sortir un rapport d'audit qui lui montre exactement, écoute, actuellement là, voilà ce que tu fais comme business, voilà ton business model. Tu vois, là, on parle de business model, rien à voir avec la tech. On va quand même lui dire ça, voilà ce que tu vends aux gens. Pour faire ça, la data, c'est important pour toi ou c'est pas important pour toi. Aujourd'hui, tu n'as pas de plan de reprise d'activité, infra. Bon, il t'en faut un parce qu'en fait, tu as un single point of failure à tel endroit, tu vois. C'est autant de choses tu vois, là, tout ce qu'on est en train de dire, là, on n'a pas encore commencé à déployer tout ce que j'ai entendu Anthony dire, la Python, machin, DB, on s'en fout dans l'absolu à un moment donné. Pourtant, ce qu'on vient de se dire là, tu vois, c'est très important pour toi. On est en train de te dire des choses, on te dit, tu as un single point of failure. Et Anthony, il sait bien ce que ça veut dire. Enfin, il est dedans que dans le cloud, quoi. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un sport, en fait. Et si tu n'es pas conscient de ça, tu peux le savoir. Donc, nous, on va te dire, écoute, voilà ton archi, voilà comment elle se présente. Mais tu procèdes quand même ça. On a remarqué que chez vous, tout est codifié, l'infrastructure est codifiée. Et vous avez pensé à un DevOps qui était venu, qui avait tout automatisé votre infrastructure. C'est très bien, ça veut dire que c'est idempotent. Ça veut dire que demain, on peut tout tracher et rebuilder. On va constater, par exemple, que voilà, aujourd'hui, chez vous, rien n'est fait manuellement directement sur la cible. Donc, c'est une bonne chose. Et ça, c'est une force. On va constater, par exemple, on va constater pour autant que pour la partie des déploiements, vous n'avez pas lié l'infrastructure au code. Vous avez séparé la partie dev des ops. Du coup, ils ne se parlent pas. Ils ne connaissent pas ce que font, ils ne connaissent pas ce que font les uns les autres. Ça, c'est une faiblesse. Mais ça, tu vois, dès qu'on te dit ça, on a déjà fait un travail DSI. On a fait ce qu'un DSI que tu aurais recruté ferait. C'est ce qu'on appelle le CTO à ses services. Et une fois qu'on t'a bien structuré ça, on t'a mis en place toute une roadmap avec un plan d'action et même un planning et même des chiffres clés à avoir en tête, tu vois, des KPI à avoir en tête sur chacun des items qu'il va falloir itérer sur la roadmap qu'on t'a donnée. Tu peux déjà te projeter, aller bosser avec quelqu'un. Finalement, tu peux même pas nous prendre comme prestataire. C'est pour ça que nous, en fait, cette phase d'audit-là, on la vend aux clients qui d'office ne nous choisissent pas. Parfois, c'est même offert à certains. Voilà, c'est une petite boîte, on va lui dire ça, on t'offre parce qu'en fait, c'est nous qui allons bosser dessus. Puisque nous, si on te livre ça, en fait, rien qu'avec ça, tu as déjà gagné. Tu vois, quelqu'un d'autre va venir s'appuyer dessus et c'est nous qui aurons fait tout le boulot. Donc, en fait, quelque part, c'est pas fair play. Donc, on peut te l'offrir si tu prends nos services derrière ou alors on va te la vendre parce que c'est un vrai métier de faire de l'audit. Et juste, je vais te raconter une anecdote. Je ne vais pas citer le client, mais là, récemment, on m'a appelé vraiment un sapeur-pompier sur un projet très important où une ESN qui me connaît très bien, qui me fait confiance, avait sollicité quelqu'un d'autre parce qu'ils estimaient que c'était petit pour moi. Moi, je n'étais pas au courant de l'histoire. Ils ont pris un client pour un projet de migration, machin, voilà. Sauf qu'on a appelé un mec qui, en fait, à qui j'en veux pas. Ce qu'en fait, le mec, il est bon à AWS. C'est ce qu'il avait à offrir. Bon, il a dit, mec, on veut un mec qui est bon sur AWS. On fait une migration du data center vers AWS. Le mec, il est venu, il n'a fait que ça. Mais il n'a pas pensé qu'en fait, dans une phase de migration, il faut intégrer la phase d'intégration. C'est pour ça que nous, on ne va pas juste dire qu'on est spécialiste AWS, on est intégrateur de solutions. Parce qu'intégrer, c'est vraiment intégrer un système dans un autre. Il n'a pas pensé ça comme ça. Au fil du temps, le client était en train de perdre son business parce que voilà, la migration se passait très mal et que c'était plus possible. L'entreprise s'est rendue compte à la fin
Parce qu'elle m'a appelé pour finir. Voilà. Elle m'a appelé, Jeanne, on est dans la merde, viens nous sauver, on a un problème. Moi, j'ai débarqué et donc j'ai quand même fait un mini audit. J'ai finalement pris un peu En fait, j'étais obligé d'opérer comme un associé de la société. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux plus rien que faire comme un tech. J'étais obligé de dire au mec ce qu'il doit faire. Ça, Ouais. ce n'est pas de la tech. J'étais obligé parce que c'était plus possible. Et donc, l'entreprise s'est rendue compte dans ma façon d'intervenir que, je pense qu'on va changer un peu notre métier. On a fait beaucoup d'études techniques, mais là, je pense que si on avait fait un audit de cette société, on allait remarquer qu'il manquait à ce mec un DSI pour coordonner et tout orchestrer. Tout le monde foire, tout le monde part de sa boîte en courant parce qu'il n'y a pas un tech leader en haut, il n'y a pas un lead tech en haut qui est capable de vraiment. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui va être là, qui va être dirigiste, tu vois. Il faut quelqu'un qui va être plutôt être, on va dire, directif, mais qui saura apporter de la vélocité pour que les techs se sentent légers et bossent en assurance et soient tous alignés parce qu'ils savent bien que, OK, là, on va migrer sur AWS, mais je sais pourquoi on a fait ce choix-là. Je sais pourquoi je veux que demain, il y ait du pair working entre deux personnes parce que je sais qu'il y a des dépendances entre les blocs, entre les différentes briques de la stack technique. Et ça, quand ce n'est pas pensé, chacun est bon dans son domaine, chacun le fait dans son coin et il n'y a qu'un audit pour pouvoir détecter ça comme faiblesse, en fait. Mais ça, les boîtes souvent se disent non, c'est rien, on sait ce qu'on veut. Et elles le payent très, très cher plus tard, en fait. C'est juste inévitable l'audit. Comme dans le marketing, on est d'accord que toi, quand tu veux développer un business, généralement, je suis certain, vous les marketistes, à chaque fois, tu commences par une phase d'audit. Tu ne peux pas faire autrement sans interroger le mec. Tu ne peux pas faire autrement. Oui, en interroger, ouais, surtout en SEO, ouais, on fait ça beaucoup. Voilà. Donc, Je confirme, monsieur Colombo. voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà un peu comment Si, très, très, voilà. très bien. Okay, Du merci. coup, ça m'amène à une autre petite question. Il n'y a rien à voir, mais ça vient d'où le nom Spitzkop? Il me l'a Spitzkop. prise. J'allais le poser en plus, c'est bien. Ah, oui, Merci, non. Bernie. désolé, Anthony. Bon, ça, Merci, elle est merci. encore presque. Moi, j'y répondais encore il n'y a pas longtemps à ma fille qui me demandait est-ce que c'était Spiscop. Mais en fait, non, c'est un site namibien de granit. Je l'ai pris Oui, parce que D'accord. j'aimais le décor du site et je me suis dit il faudrait que j'y aille un jour. Et voilà, j'ai pris Spiscop. Voilà, c'est en Namibie, c'est un site de granit. d'accord. Ok. Aussi simple que ça. Ouais. Moi, ma petite dernière question avant qu'on se sépare, ce serait si je devais reprendre un tunnel client lambda. Je Ouais. m'appelle Jean Cloud. OK. J'ai une, j'ai une petite entreprise de papeterie online, c'est-à-dire qu'on produit du papier électronique. Ne me demande pas c'est quoi, mais bon, voilà. Et du coup, on a un site internet qu'on a monté avec mon cousin, comme ça, et lui, il est parti parce qu'il m'a juste aidé à monter le site internet. Et moi, je suis pas tech, je fais juste du papier électronique. Et j'ai besoin de quelqu'un qui me donne des conseils parce que tous les vendredis, mes clients ils me disent que mon site il est HS. Ouais. Typiquement, déjà, est-ce que ça rentre dans les gens qui peuvent venir te capter? Ah. Je suis pas tech, j'ai un business qui marche, mais il a des problèmes sur la partie IT. Et moi, IT, je m'appelle Jean Cloud, mais c'est pas mon truc. Oui. Oui, effectivement, c'est vraiment pour ça qu'on est là. Ça, c'est la partie outsourcing. Effectivement, c'est notre D'accord. proposition. Oui. Ok. C'est- Et du coup, toi, tu vas venir, tu vas me faire un audit, tu vas me dire, oh là là, ton cousin, il a fait n'importe quoi, etc. Là, tu Tellement. aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça, et tu aurais dû faire ci. Moi, je vais Ouais. te dire, ah bah, bon, bah, c'est cool, est-ce que tu peux me le faire? Toi, tu vas me dire oui, non, oui, ça dépend du projet. Oui, en général, je vais te poser, généralement, je vais te préconiser des choses que je sais faire. Donc, forcément, ça va rentrer dans mes cordes Mhm. et je vais te faire du coup un dévis par rapport à ça. Donc, comme je disais, ça va partir du coup sur du forfait, ce qu'on va appeler forfait chez nous, mais en mode régie, parce qu'on connaît plus la régie. Mais c'est du Ouais. forfait parce qu'en fait, derrière, et ça va te coûter moins cher parce que pour ton business, tu n'as pas besoin d'avoir un expert. La preuve, ton cousin, il a fait ce qu'il a fait, mais tu vois que finalement, ce n'était pas ça. Or, Mhm. la petite main derrière ou le junior met l'idée par ma société suffirait pour m'y adresser ton besoin parce que derrière, tu sais qu'en fait, tu n'as pas juste un mec qui ne sait faire que de la tech sur ton projet, tu as une équipe qui va agir sur ton projet en prenant en compte, pardon, tes besoins métiers, ton business en soi.
Voilà. Ok. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment le cas d'espèce, les cas d'utilisation qu'on en est censé adresser. Ok, donc si moi je viens de voir et que après l'audit et que justement j'ai besoin entre guillemets cerveau et main-d'œuvre pour faire tourner mon SI, toi tu vas pas me dire bon voici un technicien ou voici moi Eugène qui va t'aider dans ta tâche. Tu vas venir en tant que package d'entreprise à dire on C'est ça, adresse tes le package. besoins Effectivement. en Ouais, fonction de ce qu'il y a dans ton audit c'est ça. et pas juste on a un produit qu'on vend et à l'heure ou Effectivement. à la personne, etc. Tu es vraiment Effectivement. fixé sur. C'est Et ça. du coup, je pourrais fonctionner avec toi ad vitam aeternam ou tu es plus là pour m'aider à me lancer et puis au moment où c'est stabilisé, tu me dis ciao et tu me souhaites bonne chance ou on peut continuer à travailler pendant les 100 prochaines Alors, années. ouais, non, effectivement, le but pour moi, c'est ce qu'on est le moins à intervenir chez toi à terme, sauf pour des réels besoins d'infogérance Mhm. qui n'a pas de valeur ajoutée pour toi. Mais l'idée, c'est Mm. qu'effectivement, au lieu même je veux dire, dès la base, hein, une fois l'audit fait, on peut même te permettre de capitaliser si tu en as les moyens Mm. en travaillant déjà plutôt avec une ressource qui est interne chez toi. Tu gagneras parce que cette ressource, elle va apprendre chemin faisant, Yes. et donc tu vas capitaliser. Par contre, on sera contre le fait d'aller chercher un freelance et te le placer et t'abandonner avec lui. Ce n'est pas notre cas de métier, ça. Soit on va Yeah. donc assurer pour toi la fonction des CTO, mais auprès de ton salarié hein, ou de tes salariés que tu auras, mais juste pour éviter qu'il ne fasse n'importe quoi, on a assuré la tâche de CTO et même ça, c'est limité dans le temps. On va partir sur 1, 2 ou 3 ans maximum, le temps que tu aies les moyens et la structure pour recruter un CTO, mais que lui, Mhm. lui viendra prendre un historique assez riche et pas juste truffé d'embûches, mais vraiment un truc assez riche, assez structuré et pour qu'il puisse embrayer et finalement, tu vois, en fait, tu vois finalement toute la presta qu'on t'a offerte, tu as gardé le contrôle dessus parce que ton CTO qui vient, il prend juste notre relais, il s'appuie sur des compétences qu'on a déjà formées en interne. En fait, c'est ta boîte qui gagne tout le reste. C'est tout ça le livrable, en fait. Mais de manière générale, on ne va pas être là pour te condamner à outsourcer chez nous tout le temps. Ça aurait été bien pour gagner de l'argent, mais pour nous, ce n'est pas éthique et ce n'est pas ce qu'on veut vendre, en fait. Ok, ok, ok. Donc, on revient sur mon petit scénar. Euh, Ça fait 1 an que tu m'aides, ça se passe bien. On a réussi à faire en sorte que le vendredi, il n'y a plus de coupure, que j'ai recruté un gars qui s'appelle Jean PHP qui continue à faire développer ma plateforme et mon truc. Et aussi, je me dis, bon, je vais recruter Jean SRI parce que il faut quand même que ça fonctionne le mieux et que on ne soit pas juste sur le PHP qui fait ces trucs. Il faut quand même que ce soit cadré. Mais il n'y a toujours pas de CTO. Ouais. Et du coup, là, on commence à évoluer. Le business, il a fait x3 l'année dernière en termes de chiffre d'affaires. Donc, on va chercher un CTO. Je te dis, Eugène, est-ce que tu peux me faire un plan que le CTO va pouvoir suivre pendant les 3 prochaines années? Ouais, Et ce plan-là, ça nous permettra que, on soit sur les rails tels que tu nous as définis c'est et au ça. cas où on t'appelle. C'est typiquement le genre de prestat que toi, tu pourrais offrir, quoi. Effectivement, effectivement. Et là où au cas où on m'appelle là, c'est ce que j'appellerais l'infogérance parce qu'il y aura une partie de votre stack technique que vous n'aurez aucune valeur ajoutée à gérer. Par Ouais. contre, tout ce qui est la stratégie de développement, déploiement et tout, ce serait bien internalisé parce que ça fait de la valeur que vous générez. Tout dépend aussi du système sur lequel vous bossez. Ça peut être qu'il y a beaucoup d'innovation, qu'il y a l'IA à injecter par-ci, par-là. Ce serait bien que ce soit des gens en interne qui travaillent là-dessus pour que toi, tu puisses capitaliser et que ça devienne une matière qui y a chez toi. Par contre, vraiment, Ouais. la gestion de l'infra pure, le monitoring et autres, c'est des choses sur lesquelles on pourrait garder la main parce qu'en fait, dans l'absolu, surtout encore si tu es petit, tu n'as aucun intérêt à développer toute une compétence, toute une compétence en interne pour ça, sachant que c'est une Mm. compétence clé, quoi, tu vois. Et maintenant, si demain tu grandis et que tu veux vraiment créer une BU dédiée à la tech où tu veux par-dessus ton business toi, offrir des services informatiques, oui, effectivement, en ce moment, tu deviens même un concurrent. Et donc, oui, tu vas devoir gérer la stack complète. Mais oui, effectivement, nous, pour te répondre, on va te fournir une roadmap effectivement, sur 2 ans, comme tu disais, pour ton CTO, qui va juste la suivre en alignement avec toi, une fois de plus. Voilà, en alignement avec toi. OK. OK, OK.
Et autour de tout ça, tu as deux, trois extras. Parce que moi, perso, en tant que client, moi, Jean-Claude, qui fait papeterie numérique, je suis content, tu vois. Mais peut-être que tu as un petit extra à me proposer pour que je sois encore plus content. Un petit extra, c'est-à-dire, Je sais pas, un service, un tech qui peut m'aider ou un truc 24-24, 7-7 ou du peut-être. HMOS, oui, ah oui, c'est ça, c'est ça, effectivement, ça rentre dans l'infogérance. Nous, comme je dis, on est pour permettre aux clients de capitaliser, mais surtout d'une intervention pérenne. On va faire quoi, par exemple? On va essayer de bien mesurer la consommation du temps que tu prends chez nous. Mhm. Et au lieu dans certains cas, parfois, au lieu de typiquement avoir été fait payer un forfait, peu importe la fréquence à laquelle tu nous as sollicité, on va par exemple te faire des avoirs, du report de temps, ce genre de choses. Voilà. On a aussi un visier de ressources sur lesquelles on s'appuie selon ta stack technique pour vraiment faire de l'infogérance au-delà des compétences que nous on a, mais des personnes qui sont derrière les outils qu'on utilise, qui vont déjà par rapport au partenariat qu'ils ont avec nous, assurer l'infogérance 24 sur 4, 24/7 pardon, pour nos clients. Par exemple, pour le cas d'Amazon, c'est quelque chose qu'on peut offrir. Donc, on va aussi t'apporter un plus par rapport à notre prestataire sur la réduction des coûts. Donc, les avantages que nous, on a auprès des partenaires, on va les répercuter directement sur ton business et donc pour affiner tes coûts. Et ça rentre dans la gestion de l'inventaire qui est l'un des items qu'on n'ignore pas chez nous parce que l'inventaire, c'est très important. Yep. Voilà. Des petites dédicaces à GLPI. Oui, dans le temps, voilà. Tu vois, ça a beaucoup évolué aujourd'hui, mais tu vois qu'en fait, Ouais. tout trouve une origine quelque part, quoi. Donc, c'est juste, on a juste changé les usages, mais en fait, les problématiques sont restées les mêmes, hein. On a juste changé de façon de faire et de les adresser, quoi. Tu sais que là, tu viens de me lancer sur un sujet utile, tout ça, mais on n'a pas le temps. Parce que Oui, je pense que ça pourrait partir loin. oui, mais, non, mais si tu veux, on pourrait faire un autre podcast parce qu'effectivement, c'est, comme je te dis, nous, on n'est pas juste, on n'est pas, comme je te dis encore, on n'est pas une boîte de DevOps pour les outils. Effectivement, l'ITIL, le BPM, ça rentre aussi dans nos process. Donc, on est légitime sur cette chose-là. L'organisation des SI, c'est très important. Le mapping de process, je parlais, voilà, le VSM, ça rentre vraiment Yep. dans, voilà, c'est quelque chose qu'on maîtrise aujourd'hui et qu'on arrive à manier à travers nos interventions techniques. Voilà. Ok. Ok, ok. Bon, bah, si je dois retenir quelque chose, numéro un, une mine en Namibie. Pour le nom. Un site de granit. Mine de granit, yes. Numéro 2, on a une entreprise qui fait du SRI, qui s'appelle Speedscope, Ouais, qui a un réseau d'experts. c'est ça. Et ce réseau d'experts vous permet d'adresser les problèmes que les entreprises ont avec les Ouais, services IT. ouais. De Ces manière. problèmes-là, ça peut être le problème général de je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire, ou ça peut être un problème plus spécifique, C'est ça. organisationnel, administratif, dans le sens où politique, parce que souvent on a des problèmes politiques où il faut Tout un à fait. tiers pour résoudre les choses. Je résume bien la chose? Ah oui, très bien. La partie politique dont tu as parlé, nous, on a sur la partie INO dont je t'ai parlé. On a aussi une bonne connaissance des systèmes de santé. Donc, on a dans notre site, dans notre verticale, Ok, cool. des services publics sur la partie santé parce on a développé, enfin, je ne vais pas dire développé, c'est-à-dire qu'on a géré plusieurs projets liés à la santé, notamment en France et en Afrique francophone. Donc, ça veut dire qu'on maîtrise tout ce qui est plan Ségur, tout ce qui est doctrine de la santé numérique, c'est des choses qu'on a Ok, épluchées. Les systèmes d'information dédiés à la santé. Donc, au-delà de notre partie tech, on va travailler à la fois sur de l'analyse fonctionnelle, études d'opportunité, orchestration et même coordination entre les différents outils métiers, le socle, hein, les outils socles, comme on les entend. mm, Donc, là, mm. voilà, ça, quand tu parlais dans des parties politiques, ça, il y a beaucoup de politique dans la santé et ça, aujourd'hui, on sait y répondre sur cette partie-là. Donc, pour la partie service public, pour les clients du secteur public, on est beaucoup plus spécialisé dans le domaine de la santé. C'était une parenthèse qu'on n'a pas ouverte, mais bon, du coup, je profite pour te le dire, parce que tu as parlé des politiques. Donc oui, tu as bien résumé la chose. Ok, voilà, je sens que je vais te faire inviter un de ces jours, comme ça on pourra encore parler de plein de choses. Mais Ouais, c'est quoi vrai. qu'il arrive, Ouais. jusqu'à maintenant, c'était super cool. Je suis vraiment ravi de t'avoir invité parce que
Tu m'as éclairé sur pas mal de choses parce que, comme je disais, moi, avec Claude Mercato, je suis un petit peu en dehors du vrai travail d'admin 6. Enfin, aujourd'hui, je suis plus admin 6, mais je suis plus vraiment les mains dans le cambouis à tester mes produits, etc. Et t'avoir et de me parler des tendances actuelles, des tendances que tu vois plus tard, on le rappelle, le platform engineering. Ouais. C'était vraiment sympa de ta part. Merci beaucoup, Eugène. Merci à toi, Anthony. Franchement, c'était cool. Il faudra renouveler l'expérience. Dans une ambiance un Yes. peu plus tendue, mais voilà. Ça, c'est Pas de cool. souci. Ouais. Eh ben, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous au podcast. Abonnez-vous aussi à Claude Mercato ou Anthony Monté sur LinkedIn. Twitter, j'aime pas trop, mais venez, je vous accepterai quand même. De toute façon, j'ai pas accepté l'invite sur Twitter. Mais sur ce, je vous souhaite une bonne journée à vous deux et à vous tous, auditeurs. Ça marche. Salut, à très Salut! bientôt. Ciao, ciao.